Bienvenue dans Conservation Journey, le podcast qui laisse la parole aux personnes et aux organisations engagées pour la préservation de la faune et de la flore sauvage. Dans cet épisode, découvre le parcours de Marie-Sara, la cofondatrice de l'école Regen School. Elle nous explique la genèse et l'histoire de cette école. Bonne écoute. Merci beaucoup, Émilie, aussi de l'invitation. C'est très important pour nous de pouvoir un petit peu expliquer les choses sur la création de l'école et revenir plus en détail en prenant le temps et en répondant aux questions directement, soit des étudiants, soit des lycéens. Donc l'objectif aujourd'hui, en discutant avec Émilie, c'était de donner un peu de visibilité, de transparence sur ce que ça voulait dire de créer une école qui est entièrement dédiée à faire évoluer les métiers de l'entreprise, les pratiques, pour les adapter aux enjeux des limites planétaires et des inégalités sociales. Donc de revenir à la fois sur la création de Regen School, qui est une école qui est enregistrée par le ministère du Travail, qui délivre des titres RNCP, Bac plus 3 et Bac plus 5, qui sont un peu différents aussi des diplômes universitaires. Donc on pourra revenir sur ces questions-là. Je sais il y en a souvent beaucoup. De vous expliquer pourquoi cette école elle a été fondée, quels sont les débouchés, concrètement qu'est-ce qu'on fait dans les cours, qu'est-ce qu'on attend des étudiants. Moi, en tant que fondatrice d'école et directrice d'école, l'idée c'est de vous aider à vous orienter, de vous apporter les réponses aux questions que vous pourriez avoir en étant le plus direct et transparent possible. Donc j'espère que ça sera utile comme session. Il faut savoir qu'on est 2 fondateurs. Ça a été maintenant fondé il y a 3 ans. Et nous, à l'origine, on travaillait sur comment on finance la transition, comment on arrive à ce que les entreprises qui participent à décarboner, c'est-à-dire à faire moins de CO2, comment elles peuvent lever de l'argent, avoir des fonds pour se déployer. Pareil pour les entreprises ou les associations et participer à la protection de la biodiversité. Ça demande beaucoup d'argent de recruter des gens, de lancer des projets. Et comment est-ce qu'on peut donner accès à plus de financement? Ça, c'était notre métier. Et en faisant ça, on s'est rendu compte qu'on a voulu recruter beaucoup de jeunes, en fait, au moment où on créait justement des structures pour choisir dans quelle entreprise on allait mettre de l'argent, suivre ensuite ces entreprises. Et dans les personnes qu'on cherchait à recruter, on cherchait des gens qui n'allaient pas sortir d'école de commerce classique. On cherchait des gens qui allaient réussir à venir avec une vision nouvelle de ce que ça voulait dire la valeur, être capable de calculer autre chose que la valeur financière, être aussi capable d'adapter justement les méthodes de calcul en prenant en compte la valeur écologique, l'utilité sociale des entreprises. Donc ça demande quand même pas mal de compétences différentes de ce qu'on apprend dans les écoles de commerce classiques. Et malheureusement, on s'est rendu compte que les personnes qui venaient candidater, elles n'étaient pas suffisamment compétentes sur les sujets d'écologie, de biodiversité, mais aussi d'économie, d'être capable de savoir comment est-ce qu'on peut adapter un modèle financier. Donc on a beaucoup eu de mal à trouver des équipes. Et en fait, initialement, l'école, on s'est dit, on va pas refaire une école de A à Z, autant essayer d'aller transformer les écoles de l'intérieur. Et en fait, on a fait beaucoup de recherches, notamment les recherches sur la base de tout ce qui avait été publié par l'OCDE et les travaux du Shift Project, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est notamment une association qui fait beaucoup de recherches sur la base des travaux au départ de Jean Covici. Et donc, ils avaient montré un certain nombre de blocages qui faisaient que c'était très compliqué à faire de l'intérieur. Donc, l'école, elle est née de ce constat. C'est pas nécessairement de la RSE, c'est-à-dire que la RSE, évidemment, fait partie d'une façon de transformer les boîtes, mais l'idée, c'est d'aller beaucoup plus loin. Parce que la RSE, si je caricature, ça va être comment vous allez prendre une entreprise et faire moins de mal, mais pas nécessairement changer les produits de la boîte. Donc la RSE, ça a été une super première étape pour déjà rendre ces sujets-là visibles. Mais le risque, c'est que si on s'arrête à la RSE, en fait, on a une entreprise, on va dire, classique, une équipe RSE qui va essayer de faire en sorte qu'il y ait moins de CO2, que ça soit moins embêtant pour la biodiversité, toutes les activités de l'entreprise, mais qui va pas forcément avoir le pouvoir dans l'entreprise de venir changer l'offre, le produit, les fournisseurs et tout ça. Donc ça demande au contraire que tous les autres métiers, ils s'emparent du sujet. Et ça s'appelle, dans les compétences, c'est que la stratégie de l'entreprise s'en empare. Que ce soit pas juste une équipe dédiée à l'intérieur, genre dans sa bulle, qui donne un avis, et après tous les autres, le marketing, les achats, la stratégie, la finance, tout le monde fait son métier comme avant. En fait, ça marche pas. À un moment, il faut que toute la boîte comprenne que c'est une transformation. En fait, la bonne comparaison, c'est exactement comme quand il y a eu d'un coup le digital qui est arrivé. Ça a transformé tous les métiers. En fait, les sujets environnementaux et sociaux, l'idée, c'est que justement, ça soit le même niveau de transformation qu'on atteigne. Et ça demande qu'on travaille sur les modèles économiques. En gros, Regen School, c'est né du fait qu'on est dans une économie aujourd'hui qui est linéaire, qui est extractive. Donc, ça veut dire on extrait des ressources, on les transforme, on les vend, et après, globalement, c'est des déchets. Donc, l'économie régénérative, c'est comment on passe d'une économie humaine qui extrait, qui transforme, qui vend, qui jette,
à une économie qui arrive à faire en sorte de régénérer à la fois les sols, régénérer les sociétés humaines, régénérer le lien social, régénérer la biodiversité. Donc d'avoir des activités non seulement les moins intensives possibles, mais voir qu'il y ait des externalités positives. Si je dis un truc hyper extrême qui serait hyper innovant, ce serait par exemple comment on trouve un modèle économique pour une entreprise, ou une association d'ailleurs, qui permettrait de payer un salaire à des agriculteurs pour juste laisser des prairies sans rien dessus, sans les travailler. Parce qu'en fait, les prairies, ça joue un rôle écologique majeur, notamment pour avoir des zones humides, pour avoir une biodiversité qui est saine. Mais bon, aujourd'hui, les agriculteurs, ils ont du mal à ne pas faire de l'agriculture sur ces sols parce que sinon, ils n'ont pas de revenus. Donc, il faudrait trouver des modèles, soit avec des entreprises locales, des collectivités, qui permettraient de sortir, en tout cas de factualiser la valeur de ces prairies. Nous, voilà, on croit à ça, on essaie de travailler l'innovation, comment on peut trouver des partenaires pour aider à faire ça et transformer la façon dont on voit ce que c'est la valeur. Parce qu'en fait, dans les grands indicateurs financiers, on a oublié plein de choses. J'ai peur d'aller trop tôt dans la technique un peu financière, économique de ce que ça veut dire. Mais en tout cas, l'école, elle est née du fait que nous, dans nos métiers, de comment on fait bouger l'économie et la finance, on n'a pas trouvé, en tout cas pas facilement sur le marché de l'emploi, des gens qui avaient à la fois une très bonne culture générale, économique, donc qui étaient capables d'être crédibles, et en même temps des gens qui allaient avoir une super culture générale scientifique sur la biologie, sur l'énergie, sur l'eau, sur même les enjeux sociaux. On oublie souvent les enjeux sociaux, mais en fait, c'est super important. Et c'est souvent trop siloté. Soit on devient expert de l'un, soit on devient expert de l'autre. Et en tout cas, la thèse de l'école, c'est qu'il faut absolument que les gens soient capables d'être crédibles sur les deux piliers, de manière à pousser les transformations des organisations. Donc ça a donné lieu à la création de l'école. Pas tout seul, parce qu'en fait, il se trouve qu'on a été accompagné par beaucoup de personnes, notamment Maximilien Rouer, qui était un ingénieur agronome qui a beaucoup travaillé pour créer un master engagé à HEC il y a 20 ans, et qui a vu aussi que de l'intérieur, on pouvait faire beaucoup de choses, mais que c'était vraiment important d'avoir des écoles dédiées pour être capable de faire un truc qui va assez loin en termes de programme. Donc du coup, on a eu toute une équipe d'experts et de scientifiques qui s'est réunie dans un comité pour nous aider à créer l'école et qui aide à créer les programmes, à vérifier que c'est scientifiquement robuste, qu'on est en train de former les gens à des choses concrètes. Donc c'est ça qui est hyper important à savoir, c'est que ça allie à la fois la connaissance scientifique et en même temps le point de vue des entreprises qui demandent en fait, nous tous les jours, les entreprises nous disent ok, c'est super la théorie, mais nous on a besoin de gens qui ont envie de mettre les mains dans le cambouis, de créer des projets, de voir les limites, de faire du test et en même temps d'avoir des échecs, d'en apprendre des choses. Donc c'est aussi beaucoup de gestion de projet. Pour faire concret, je vais beaucoup parler du bachelor ce soir, mais dans le chat, n'hésitez pas si vous voulez aussi parler des bac plus 5, on peut aussi en parler. Globalement, il y a un programme en 3 ans de bac plus 3. L'idée, c'est que nous, on pense qu'après le bac, il faut 2 ans quand même très encadrés dans des petites classes où là, c'est à plein temps à l'école. Vous allez rencontrer des scientifiques, beaucoup de dirigeants d'entrepreneurs aussi, engagés, qui ont tous des points de vue différents. Donc l'idée, c'est qu'il y ait vraiment 2 premières années. On est là pour construire votre culture générale à fond, que vous rencontriez un maximum de personnes, vous faire beaucoup débattre, beaucoup suivre l'actualité, beaucoup aiguiser votre esprit de synthèse de manière à être capable d'être des personnes qui vous créent un vrai avis pour le monde économique. Donc c'est vraiment orienté sur ça. Il n'y a pas de sujet tabou à l'école, c'est-à-dire que nous, on pense qu'il faut tout de suite vous sensibiliser au risque de greenwashing dans l'économie pour que vous sachiez ce que c'est, mais aussi que vous ayez le temps de déployer votre engagement à vous. Ça veut dire que nous, on ne tolère pas les gens qui jugent les autres, on fait très attention au fait que voilà, vous avez des cours sur le greenwashing, sur ce que c'est d'avoir une forte intentionnalité, comme on dit, que ce soit sincère. Mais maintenant, il y a des gens qui croient au nucléaire dans les classes, des gens qui sont absolument anti-nucléaire, des gens qui déjà veulent pas prendre l'avion, des gens qui ont très envie de voyager, c'est trop dur pour eux. Et le but, justement, aussi de l'école, c'est de se confronter à qu'est-ce qui fonctionne pour créer de l'engagement, du passage à l'action, et que ça soit aussi du développement de votre parcours personnel par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'il y a 25% des cours tous les ans qui sont vraiment des cours à l'échelle de comprendre le monde, décrypter l'actualité, avoir des économistes qui viennent, avoir des personnes qui travaillent beaucoup en lobbying, avoir des gens qui travaillent aussi dans l'art, avoir des gens qui viennent vous ouvrir un peu l'esprit. Vous allez être sollicité pour beaucoup, du coup, saisir ces sujets, les synthétiser, les comprendre, trouver de la data. Attention, parce que les débats, en fait, c'est super important que ce soit sourcé,
qu'il y ait de la donnée et qu'on vous aide à argumenter vos idées, parce que sinon ça peut partir en débat infini, c'est pas le but. Ça, c'est 25% des cours, donc c'est des cours de culture générale, des cours d'histoire économique, histoire du capitalisme, histoire du XXe siècle, géopolitique des ressources limitées, focus sur la biodiversité. On fait pas de vous des biologistes, pour être clair, vous n'allez pas devenir écologue en sortant de Regent School, mais vous allez avoir une bonne culture générale sur comment est-ce qu'il y a un lien entre biodiversité et économie humaine. En gros, quand on met une usine, c'est quoi les bons réflexes d'aller faire un diagnostic sur la biodiversité. Vous allez avoir une culture générale sur les ressources énergétiques. On parle de décroissance. C'est pas une école qui ne fait que de la décroissance. Par exemple, la décroissance, c'est plus subtil que juste dire il y a croissance versus décroissance. Dans les théories de la décroissance, il y a par exemple, donc il y a Timothée Paric, mais il y a aussi Olivier Hamon, Isabelle Delannoy, qui eux parlent de robustesse et de résilience. Et ils parlent de décroissance de certains secteurs économiques, mais de croissance, par exemple, de modèles économiques diversifiés. Pour être concret, on pourrait imaginer par exemple que une entreprise qui doit arrêter certains produits qui sont vraiment impossibles de mettre on va dire en conformité avec les limites planétaires, elle puisse diversifier d'autres activités. Par exemple, des activités d'événementiel pour recréer du lien social, de créer des conférences payantes et tout. Elle ferait de la croissance sur d'autres sujets, mais elle ferait décroître une partie de son activité. Donc ça, c'est là-dedans, nous, on montre toutes les théories. Par contre, on a pris des partis pris forts, c'est-à-dire qu'on ne croit pas au découplage. C'est ça vraiment qui, on va dire, nous ancre quand même dans les théories de décroissance. On ne dit pas que on va réussir grâce à l'efficience, donc ça veut dire réduire l'intensité énergétique de chaque euro de PIB à tenir les accords de Paris. On croit qu'il va falloir faire et de l'adaptation, et de l'atténuation, et du renoncement. Je ne sais pas si c'est clair. Du coup, c'est 25% des cours très échelle comprendre le monde, 50% des cours, donc vraiment le cœur de la formation, c'est très métier. Donc du coup, métier, ça veut dire qu'il y a 4 majeurs. Vous devez choisir entre stratégie, marketing, achat et finance. En vrai, on vous fait surtout choisir en 3e année. Et du coup, vous avez quand même les 2 premières années des introductions à tous les métiers. Déjà, pour comprendre, c'est quoi une organisation. Quand je dis organisation, ça veut dire association, ça veut dire secteur public, ça veut dire entreprise. Mais ça veut dire déjà que vous compreniez c'est quoi les options pour vous, enfin quelles sont les options pour vous, en termes de débouchés. Parce que il y a des gens, ils vont être super contents d'aller travailler dans une petite entreprise. D'autres, ils vont se rendre compte qu'en fait, ils sont passionnés par les grands projets à échelle internationale et qui veulent absolument travailler en ONG. Il y en a d'autres qui vont se rendre compte que, en fait, travailler à l'intérieur des grandes entreprises du CAC 40 et transformer de l'intérieur, c'est un challenge hyper dur, mais qui les fascine. Par exemple, nous, on a comme prof l'écologue de Veolia. Ça fait 25 ans qu'il fait écologue chez Veolia. Vous allez me dire, mais waouh, quand même, comment il transforme de l'intérieur? Lui, en fait, il s'est rendu compte que les chauves-souris, elles se plantaient sur les panneaux solaires parce qu'elles confondaient ça avec de l'eau, avec les reflets. Donc, il a, en interne, développé un film avec ses équipes pour qu'il y ait moins de reflets, mais que le panneau solaire, il fonctionne quand même. Pour que les chauves-souris, elles arrêtent de se planter dessus. Il s'appelle Fabien Verfailly et il est en train de déployer ça. Donc, si Veolia prenait cette solution, par exemple, pour toute Veolia, ça paraît fou, incroyable que Veolia l'ait pas vu avant, mais en fait, ça peut avoir un impact énorme, beaucoup plus que si vous allez dans une toute petite structure. Donc, selon les gens, et après, il y en a d'autres, au contraire, dans une petite structure, la faire grandir, c'est ça qui les botte à fond. Donc, Regent School, c'est un endroit, déjà, les 2 premières années du bachelor, faut pas avoir d'a priori. Nous, on ne croit pas aux a priori. Il faut venir découvrir ce que c'est l'entreprise en étant assez ouvert d'esprit, je pense. Et par contre, voilà, construire votre esprit critique. Pour ça, on travaille avec Cogito. Donc, Cogito, ça va être un parcours de 18 heures qui va être animé aussi en présentiel et en distanciel avec un intervenant pour travailler votre esprit critique à l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure où les médias, c'est de plus en plus compliqué de comprendre comment on peut... Oui, il est incroyable, Émilie, je vois dans le chat que tu réagis. Moi, je trouve que voilà, c'est quelqu'un d'assez incroyable. Donc, c'est des personnes comme ça aussi qu'on fait intervenir. Il y a des gens aussi beaucoup plus militants qu'on fait intervenir. Mais l'idée, c'est que vous voyez un panel, comme je le disais, et que vous construisiez votre esprit critique dans un monde, dans un moment qui est complexe, et que vous ayez accès à des outils pour le faire. Donc, par exemple, Cogito, je vous invite à aller voir ce que c'est. C'est une plateforme qui va vous donner plein d'outils. À chaque niveau, à chaque classe, c'est des niveaux différents que vous débloquez, mais qui vous permettent de savoir comment on fait le tri du vrai, du faux, comment on arrive aussi à se faire un avis dans un débat et comment se protéger quand on n'a pas envie de débattre aussi, ça arrive. Donc voilà, c'est ça les 2 premières années. Et les derniers 25%, parce que ceux qui ont compté ont compris que j'avais parlé des 25% macro, 50% métier, avec que des professionnels pour le coup là qui viennent enseigner, et il reste 25%. Et ça, c'est vraiment un truc très important, c'est que si vous voulez travailler dans l'écologie, que ce soit en tant que scientifique, que ce soit dans le monde économique de l'intérieur,
il faut quand même se préparer à ce que ce soit un marathon et pas un sprint. Et ça demande que vous développiez des compétences autour de comment je gère les cycles par rapport à mon engagement, de quand je suis très stressée, angoissée, que ça me crée une grande éco-anxiété, ou alors parfois ça vous met en colère et vous pouvez plus du tout rentrer en lien avec les gens qui sont pas d'accord avec vous. Et ça, c'est des moments très désagréables où vous avez juste envie de vous énerver à chaque fois qu'il y a un débat sur l'écologie. Et puis hop, comment on sort de ces cycles au contraire pour rentrer dans un truc où vous avez la bonne distance et vous restez pas toujours connecté aux problèmes mondiaux. Parfois, il faut aussi se recentrer sur ce sur quoi vous avez de l'impact. Il y a des outils, il y a des coachings qui sont très utiles pour réussir à construire sa carrière qui a du sens sans se mettre en danger psychologiquement ou en tout cas en étant capable de, comment dire, d'incarner le projet que vous avez suffisamment positivement aussi pour créer de l'engouement autour de vous et pas quelque part vous cramer sur ces sujets. Il faut savoir que dans le milieu de l'impact, il y a 40% des personnes qui travaillent dans l'impact positif qui sont susceptibles d'être éco-anxieux ou en tout cas d'avoir des moments de fragilité en termes de santé mentale. Donc les 25% restants, c'est des moments où vous faites coacher. C'est aussi des moments où on vous ouvre à des pratiques artistiques, des pratiques d'écriture. Il y a des écrivains qui font de la prospective, qui vous aident à ouvrir un peu l'univers des possibles, qui viennent travailler. Et c'est très utile pour les entreprises aussi, parce que ça vous rend plus créatif, plus souple, plus adaptable. Donc là aussi, il y a des moments d'art oratoire. Enfin voilà, c'est assez complet. Ça change à chaque semestre. On va dire que ça représente à près de 30 heures par semestre, cette partie-là. Le programme en entier, les 2 premières années du bachelor, c'est environ 600 à 700 heures par semestre. Et après la 3e année, on la propose en alternance. Nous, on croit beaucoup à l'alternance à partir de la 3e année et aussi après pour le bac plus 4, bac plus 5. Parce que déjà, ça rend l'école gratuite. Donc ça, c'est quand même super important. Ensuite, ça permet que vous ayez une expérience pro très vite. Ça permet de confronter ce qu'on vous dit à l'école avec ce que vous allez vivre sur le terrain. Surtout quand vous allez dans les entreprises qui ne sont pas encore très avancées. Donc c'est aussi un bon moyen de ne pas vous décaler complètement avec la réalité du monde économique. Voilà. Les 2 premières années du bachelor, comme il n'y a pas d'alternance, on est conscient qu'il peut y avoir un sujet de financement de l'école. Donc nous, on a déjà prévu des bourses, parfois jusqu'à 100% de la scolarité. Donc il ne faut pas hésiter aussi à nous contacter. Parfois, il y a des personnes qui voient des écoles hors université. Ils ont peur que ce soit très cher. C'est vrai que ça a un coût. D'ailleurs, l'université aussi, ça a un coût. Tout a un coût. Il faut bien payer les profs, les loyers. Mais il y a des bourses possibles qui financent la scolarité à 100% en fonction de critères du Crous. Donc, si vous avez des situations particulières, n'hésitez pas aussi à nous le dire. C'est vraiment utile que nous, on se rende compte aussi de comment on peut vous aider en termes d'inclusivité financière sur le bachelor. À partir de la 3e année, pour le coup, la question se pose plus. Pour l'instant, pour tous les étudiants qui sont à l'école, il y en a une centaine aujourd'hui. L'école est gratuite. Donc, on a une vraie diversité sociale. Et ceux qui ne sont pas éligibles aux bourses, on a aussi un partenariat avec une banque qui fait un taux à taux zéro. Donc 0% d'intérêt. Donc c'est important aussi que vous le sachiez. Il y a des moyens de financer vos études sans payer des intérêts pendant 20 ans derrière. Et donc pour trouver des alternances. Donc nous, ce qui est très important, c'est de ne pas vous laisser déjà où on ne laisse jamais personne solo, débrouillez-vous. À partir du moment où vous êtes admis, donc c'est juste une fois que vous êtes admis, vous avez toujours la même personne qui va être votre référent dans l'équipe recherche d'alternance. Nous, on vous aide systématiquement à refaire les CV, préparer les entretiens, notamment à partir de la 3e année. Voilà, vous savez que vous allez avoir plein d'entretiens. On envoie vos CV aux entreprises partenaires. Il faut savoir qu'une entreprise partenaire, pour nous, ce que ça veut dire, c'est une entreprise qui nous partage une fiche de poste. Donc, une entreprise qui dit « Ok, voilà mon besoin. Je vous autorise à diffuser cette fiche de poste et à m'envoyer des profils présélectionnés par vous. » Ok. Et nous, on vous coach pour les entretiens. Quand ils vous demandent des cas, vous savez, parfois, je ne sais pas, ceux qui sont connectés, si vous avez déjà fait beaucoup d'entretiens d'embauche dans votre vie, mais souvent, on va vous demander des petits exercices à la maison. Et nous, on essaie de relire tous les exercices à la maison des étudiants qui candidatent pour essayer de vous faire du feedback. Le deal avec les étudiants qui sont admis, c'est évidemment que vous vous mobilisez, vous êtes là à l'heure au rendez-vous. On est très très exigeant sur la ponctualité, sur le fait de respecter les règles de l'école, parce que ce service qu'on fournit, il ne peut fonctionner que si les gens prennent en main leur vie, leur destin, et aussi mettre l'énergie qu'il faut pour trouver une alternance. Donc ça, je le dis systématiquement à tous les étudiants. On est une école qui se veut bienveillante, inclusive. On est une école aussi très exigeante. On sélectionne 15% des candidats, et ce, depuis la première année de l'ouverture. On préfère faire les petites classes. On préfère ne pas ouvrir une classe plutôt que remplir absolument une classe. Donc moi, je suis parfaitement prête à maintenir la qualité de l'école. Donc voilà, sur le deal, c'est qu'on aide beaucoup sur la recherche d'alternance. Nous, on se mouille pour mettre nos étudiants dans des boîtes, mais forcément, le feedback des boîtes, il doit être parfait parce que sinon, ils vont jamais nous redemander des étudiants. Donc, il y a un cahier des charges, parce qu'on vous fait vous engager à un certain nombre de choses pour qu'ensuite vous ayez accès à tout ce parcours-là.
Donc, comme vous le savez, en France, c'est assez particulier par rapport à d'autres pays européens. Il y a un peu deux systèmes d'enseignement supérieur qui cohabitent. Pourquoi? Parce que depuis 10 ans, l'État a voulu absolument pousser l'alternance. Ils ont dit, OK, on est très en retard sur les pays européens. L'Allemagne avait beaucoup, beaucoup plus d'apprentis que nous. Et en France, c'était un peu vu comme une filière moins excellente. On avait encore cette culture de, il faut être très universitaire, très académique, faire des grandes écoles, des prépas. Et l'État a dit, attention, on est moins connecté au terrain. Donc, historiquement, ils ont ouvert les vannes de l'alternance et ça a été beaucoup des écoles comme nous, post-bac privées, qui ont fait ça parce qu'on avait une expertise, on était proche du monde économique et des entreprises, plus que le monde universitaire. Et donc, on s'est créé. Ça a permis qu'il y ait aujourd'hui plus de 800 000 apprentis en France. Donc, c'est à peu près maintenant, je crois, 25 à 30% de l'enseignement supérieur. Sachant que l'alternance, comme c'est de l'apprentissage, c'est basé sur de l'acquisition de compétences et pas que de connaissances. Donc en fait, ça dépend du ministère du Travail, les titres qui sont délivrés. Il y a aussi un peu d'alternance maintenant côté universitaire, mais historiquement, c'est beaucoup venu du monde du ministère du Travail qui délivre des titres reconnus. Donc, c'est des titres, Bac plus 3, Bac plus 5, qui s'appellent les RNCP, qui valident des compétences. Donc, il faut toujours regarder le titre que votre école délivre. Et nous, on est centre de formation d'apprentis enregistré au rectorat. Et on anime, c'est à nous de faire le programme pour vous faire valider ces compétences. OK? Ces compétences, elles ont une reconnaissance. Il faut vérifier que le RNCP, il a une reconnaissance au niveau européen. OK? Et du coup, c'est comme ça que on vérifie que le truc, il est reconnu officiellement par l'État. Il ne faut pas confondre avec la filière universitaire qui délivre des licences et des masters. Vous verrez que j'ai pas utilisé à dessein le mot master, parce qu'en fait, le mot master, c'est une appellation contrôlée de l'université. Et la différence entre licence master et RNCP, c'est que licence master, c'est des universités ou la conférence des grandes écoles. Et la seule différence, c'est qu'ils vont employer 40% d'enseignants-chercheurs et que vous aurez un mémoire de recherche à faire. Donc le RNCP, c'est des titres délivrés par le ministère du Travail, Bac plus 3, Bac plus 5. Les licences master, c'est des diplômes universitaires. Côté débouché, ce qu'il faut savoir, moi ce que je dis aux étudiants, c'est il ne faut pas aller sur les RNCP si vous voulez faire un doctorat, par exemple. Parce qu'un doctorat, c'est un parcours universitaire qui va souvent vous demander un master universitaire. C'est pas impossible à faire avec un RNCP, mais ça va vous demander une dérogation. Pareil, si vous voulez faire des concours de la fonction publique, donc par exemple passer les concours de la police, passer les concours de direction d'hôpitaux, il y a quelques concours de la fonction publique qui demandent encore des parcours universitaires. Donc ça, il faut plutôt aller vers l'université ou les grandes écoles. Okay. En revanche, les RNCP, c'est parfaitement reconnu par les employeurs, par le monde économique, comme des Bac plus 3, des Bac plus 5. Et aujourd'hui, nous, en 3 ans, on n'a eu aucune entreprise qui nous a dit « Ah bah non, je recrute que des masters universitaires ». Et en fait, pourquoi il y a eu un peu récemment des articles et tout ça? Notamment parce qu'il y a certaines écoles ou certaines pratiques qui ont un peu joué sur la confusion entre les deux, parce que ça rassurait les parents, le côté universitaire, le côté licence. Et du coup, ça a créé de la confusion. Il y a eu une sorte d'arnaque. Il y a eu beaucoup de distanciel aussi. Un des bons trucs à regarder, c'est que les RNCP soient quand même beaucoup en présentiel. Parce que sinon, c'est vrai que ça peut être un peu le risque que vous vous retrouvez à 800 dans une école un peu en digital. Et du coup, c'est ça la différence. Le dernier truc qu'il faut savoir, c'est sur Parcoursup. La règle pour être sur Parcoursup, c'est soit vous êtes dans le parcours universitaire et là, vous faites pas d'alternance. Soit vous faites de l'alternance en mode BTS dès la première année ou de l'alternance dès l'année 1, 2, 3. Nous, c'est pour ça qu'on n'est pas encore sur Parcoursup. On est en train de préparer le dossier pour l'aide pour l'année prochaine sur le bachelor. C'est parce qu'on a décidé de faire un mix et de ne pas faire d'alternance l'année 1 et 2 et de le faire que en année 3. C'est pour ça qu'on est hors Parcoursup. J'espère que c'est clair. C'est technique, tous ces sujets. Je sais que ça peut créer de l'anxiété, donc il faut vraiment poser les questions. Pour moi, les bonnes questions à poser aux écoles, si vous voulez vérifier que c'est la qualité, au-delà des RNCP, c'est est-ce que c'est du présentiel? Combien sont payés les profs? Vérifier qu'ils sont bien payés. Plus que 30, 40 euros de l'heure, c'est bien qu'un prof il soit payé 80, 100 euros de l'heure pour vérifier qu'ils ont vraiment de la qualité dans les cours. Demander les débouchés, les alumni, combien de CDI aussi dans l'école. Voilà. Et sur les ECTS, sachez que ça, c'est un peu un truc dur à débunker. En fait, les ECTS, c'est une norme européenne et c'est pas vraiment réglementé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi. C'est de la conformité. N'importe qui peut dire, moi, ça vaut tant de CTS. En fait, j'ai pas besoin d'être une université ou une grande école pour le faire. C'est une convention que l'enseignement supérieur européen s'est donné. Nous, on décide de pas trop utiliser ce TS pour l'instant. On pourrait, c'est-à-dire que si un étudiant nous dit je postule dans une université allemande, est-ce que vous pouvez me donner l'équivalent en ECTS de votre programme? On le donne.
Mais c'est une sorte de monnaie un peu entre universités. Le truc le plus important, c'est plutôt que vous regardez les partenariats, la solidité du programme et à quel point vous allez pouvoir faire valoir ça si vous voulez aller à l'étranger. Processus d'admission, donc nous c'est un processus un peu en 3 temps. Ça va être de prendre votre dossier, donc quand vous êtes lycéen, on va regarder les notes de première terminale. C'est pas notre seul critère. On va aussi regarder beaucoup vos activités extrascolaires. On va vous demander un dossier. On vous demandera plus tard les notes du bac. On fait une évaluation sur le dossier. On fait un premier tour de rencontre pour comprendre votre projet, ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous a un peu attiré à l'école. Et si on considère que le projet est solide, là vous passez sur un oral d'admission individuel de 1 heure face à un jury sur le campus. Ça vous permet aussi de vous rendre compte un peu du lieu, de rencontrer la direction de l'école, de rencontrer des étudiants. Donc sur le campus. Et là, c'est une partie entretien de personnalité. Donc là, on veut comprendre qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, quelle est votre éducation, enfin voilà, quelle est votre éthique personnelle, pourquoi est-ce que vous avez choisi de candidater dans notre école. On va au bout de tout ça. Ensuite, il y a un petit cas pratique où vous tirez au sort un sujet d'actualité, on vous demande de réfléchir pendant une demi-heure et de faire une synthèse. Et enfin, on fait des petites questions-réponses avec des petites questions de logique, des tests de petits calculs statistiques pour vérifier que vous n'avez pas de grosses lacunes sur le niveau du bac en statistique. On cherche des profils généralistes, curieux, intéressés par tous les sujets de citoyenneté, les sujets d'économie, les sujets de SVT, les sujets aussi de biologie, toutes les personnes qui croient qu'on peut vraiment créer des projets plus sains pour l'environnement, plus égaux socialement, ça nous intéresse. Les personnes aussi souvent qui s'intéressent beaucoup à l'actualité, qui s'intéressent comment fonctionne une ville, à l'urbanisme, comment fonctionne la politique. C'est généralement des profils qui sont contents chez nous parce que comme on va toucher à beaucoup de sujets et on va essayer de faire monter votre culture générale, c'est sûr que ça plaît à ces profils-là. On va aussi chercher des profils qui ont quand même une assez forte ambition. Donc on va vous aider à construire votre confiance en vous. On est là pour vous accompagner, mais de construire vraiment, qui ont quand même cette ambition de se dire, OK, moi quand même dans ma carrière, j'ai envie de prendre des responsabilités, j'ai envie de faire bouger les lignes, j'ai envie de prendre des risques aussi dans les organisations pour tenter des trucs. Ça, c'est aussi un ADN qui fonctionne bien chez nous. Les personnes et c'est tout à fait louable, il n'y a aucun jugement, mais les personnes qui savent déjà qu'elles veulent voilà, un équilibre, vraiment séparer leur vie perso de leur vie pro, qui vont en gros pas trop aimer la notion d'ambition et tout ça. Ça peut parfois un peu rentrer en heure, mais c'est aussi intéressant parfois de se challenger. Donc voilà, on est très très attentif au comportement. Donc nous, on a vraiment, pour le coup, on est drastique sur l'écoute des autres, la capacité à se remettre en question, le respect, la ponctualité, le fait que comme il y a beaucoup de débats, c'est des sujets qui peuvent porter beaucoup à débat, c'est très important de ne pas enfin, l'humilité, c'est quelque chose aussi de super important à l'école, que les gens s'écoutent, qu'il y ait ce caractère de collectif qui soit très très présent pour vous accompagner pendant tout votre parcours scolaire. Les études supérieures, c'est quand même un moment très important de votre vie. L'objectif, c'est que ça soit aussi un moment qui soit le plus agréable possible, malgré le fait qu'il y aura une charge de travail importante. Donc de créer des classes qui s'entraident. Les alumni, du coup, là, on va avoir les 50 premiers alumni cette année. Ils travaillent, donc, par exemple, Maria, elle a une offre de CDI pour travailler dans une boîte qui s'appelle Amar Co et qui développe du panneau photovoltaïque en agroforesterie. Donc, ils vont plus loin que juste on met des panneaux photovoltaïques. Ils vérifient que quand ils sont posés, ça artificialise le moins possible les sols. Donc ça, c'est un exemple de CDI. Il y a une personne qui va aller travailler à la SNCF pour allonger la durée de vie du matériel ferroviaire, Lilia. Il y a une personne qui va aller travailler dans un tiers-lieu pour gérer un lieu éphémère qui régénère l'urbanisme et qui recrée du lien social dans des friches, qui réinvente ce que ça veut dire une friche industrielle. Il y a des personnes qui vont aller travailler dans du financement de la transition écologique. Donc là, c'est plus technique. C'est comment est-ce que je rejoins un fonds d'investissement qui permet de financer des projets à impact. Dans les exemples de cours concrets, il y a par exemple des cours de stratégie d'entreprise, découverte des organisations, donc comprendre comment une stratégie d'entreprise est posée, comment on comprend les tenants et les aboutissants d'un secteur. Au final, qu'est-ce qui fait que donc c'est des dirigeants d'entreprise qui viennent vous dire comment est-ce que je développe mon produit, quels matériaux j'utilise, comment je choisis mes fournisseurs, comment est-ce que je peux réussir à des fournisseurs beaucoup plus durables, pourquoi est-ce que c'est difficile et on fait travailler sur ces cas-là. Donc par exemple, je pense à Célia Roussin qui travaille dans le vin.
et qui essaie de beaucoup faire changer la filière de viticole en mettant en relation les distributeurs, les producteurs, de vous faire travailler sur des cas concrets de comment est-ce que, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais on aligne une maison de distribution comme Nicolas avec des engagements de vin en biodynamie. Comment on peut faire bouger toute une filière. Vous allez apprendre beaucoup les normes aussi, les évolutions juridiques autour des normes environnementales. Vous allez avoir des cours de comment on fait du lobbying auprès de l'Assemblée nationale pour faire évoluer des lois dans le sens d'une transition écologique qui fonctionne. Vous allez avoir des cours de finance, de comptabilité financière, mais aussi extra-financière. Où en est la recherche aujourd'hui sur la comptabilité écologique? Vous allez avoir des cours d'écriture avec des écrivains et des journalistes pour apprendre à structurer vos idées, à avoir un discours impactant. C'est très important pour générer du changement. Donc voilà. Concrètement, les meilleurs étudiants aussi, ils ont accès à des réseaux. Par exemple, on va travailler avec un des principaux think tanks américains qui s'appelle Aspen Institute, qui sélectionne tous les ans des jeunes leaders engagés et qui leur font un programme pour booster leur carrière, pour les aider à devenir des leaders plus impactants. Donc ça aussi, c'est accessible aux meilleurs de chaque promo. Moi, j'ai un parcours à l'origine assez scolaire, dans le sens où j'ai fait une grande école, je suis passée par Sciences Po, mais en fait, assez vite, je me suis rendu compte que les centres de pouvoir, c'était pas toujours ce qu'on croyait. J'ai beaucoup parti en Chine, j'ai travaillé avec des artistes, j'ai travaillé en urbanisme, j'ai beaucoup touché à tout et je pense que c'est vraiment un conseil que je donnerais aux lycéens, c'est de pas s'enfermer dans des cases. On peut avoir bossé avec des artistes et en urbanisme et après faire 3 ans de conseil et de la finance. C'est pas du tout antinomique. Le truc qui va le plus vous aider, c'est d'être capable de vous adapter, d'avoir les codes des différents milieux dans lesquels vous allez passer. Et c'est pas le donner à tout le monde en fait. Donc je pense aussi que ça c'est le rôle des écoles, de le faire, de vraiment vous coacher sur les codes qui vous permettent de passer d'un milieu à l'autre. Et je pense que c'est vraiment une énorme compétence pour comprendre le monde qui nous entoure, être capable de passer aussi bien dans des milieux de finance, dans des milieux d'urbanisme, dans des milieux militants. Donc moi, mon parcours, ça a été ça au début, de travailler beaucoup avec des artistes en Chine, en urbanisme. Et sur le parcours et la vision, je pense que ce qui est super important, c'est en effet d'être capable de passer d'un milieu à l'autre. Encore une fois, c'est pas donné à tout le monde et les écoles, on a un vrai rôle là-dessus, de vous donner les codes, de justement vous faire sortir des a priori. Je pense que c'est super important de construire son esprit critique, d'aller à la rencontre de milieux très engagés, de milieux très scientifiques, de milieux très économiques, d'aller confronter vos idées. Moi, c'est ce que j'ai fait en tout cas pendant 3 ans au début. Ensuite, j'ai tout de suite, enfin moi, mon point de vue, ça a été qu'il y avait un centre de pouvoir très important dans le monde économique et que je voulais avoir les codes de ce monde-là, être crédible auprès de dirigeants pour être capable aussi de transformer des choses selon mes valeurs. Donc je suis allée travailler en conseil dans un gros cabinet américain sur les infrastructures et notamment la 4G, la 5G, la fibre optique. C'était intéressant parce que il y a beaucoup de clichés sur ça et en fait, c'est toujours plus complexe que ce qu'on pense, notamment sur la fibre optique. On se dit que ça consomme énormément d'énergie, que ça va nous faire télécharger beaucoup de gigas, c'est complètement vrai. Et en même temps, ça permettait une inclusion numérique des territoires. Aussi, il y avait des zones blanches où les gens avaient beaucoup d'inégalités liées au fait qu'elles n'étaient pas connectées au réseau. Donc ça, c'était des moments intéressants, un peu d'explorer la dissonance. Les télécoms, c'est aussi un endroit où j'ai découvert l'effet rebond. Ça veut dire qu'on gagnait beaucoup d'efficacité. On disait, ah, trop bien, pour une antenne 5G, par rapport à une antenne 4G, on consomme beaucoup moins d'énergie. Sauf qu'on mettait tellement plus d'antennes que cette efficacité-là, elle était écrasée par le volume, en fait, qu'on déployait en gigas de données. Donc je me suis rendu compte, ok, ça va pas suffire de juste être plus efficace en termes d'énergie. Il va falloir vraiment changer des modèles parce que sinon, en fait, on va juste empiler un peu les problèmes. C'était la première fois que je m'en rendais compte. Et donc je me suis dit, mais moi, j'ai envie que les boîtes qui font les choses bien, qui décarbonent, qui protègent la biodiversité, en fait, j'avais envie qu'elles gagnent, qu'elles soient beaucoup mieux financées. Donc, j'ai rejoint des gens qui croyaient qu'on pouvait mettre beaucoup, beaucoup de financement sur ces sujets. Donc, j'ai rejoint un fonds d'investissement qui finançait la décarbonation. Donc, au début, c'était très CO2. Enfin, quand je dis décarbonation, c'était mobilité douce dans les villes. Comment on pouvait financer plus de projets de mobilité à vélo, de mobilité en tram, de mobilité électrique. On finançait aussi des projets de décarbonation des bâtiments. En fait, donc c'était comment on trouve des projets qui permettent de décarboner le bâtiment, qui est un énorme secteur d'émissions.
Voilà, et on finançait aussi le déploiement d'ENR. ENR, énergie renouvelable, donc éolien et solaire. Donc évidemment, c'est pas du tout parfait, hein, j'en suis consciente. Mais en tout cas, c'était cool de trouver un poste en fait qui me permettait concrètement de dire, bah non, tout cet argent qui avant allait dans des projets très carbonés, traditionnels, on va le rediriger vers ces projets environnementaux de décarbonation. Et ça m'a pas suffi. Après, je me suis rendu compte que la décarbonation, c'était qu'un problème et qu'en fait, on oubliait la biodiversité, on oubliait le social. On était dans des métiers où on parlait beaucoup d'argent, mais en fait, on avait du mal à calculer l'impact positif et tout. Et donc, je me suis rendu compte que ça allait beaucoup plus loin en termes de compétences, qu'il fallait des compétences de conviction. Et ça va me faire le lien, Émilie, avec ta question sur comment garder espoir, notamment pour transformer une entreprise de l'intérieur. Sur le terrain, bah, vous savez, même si on fait de la RSE, même si on a tous les indicateurs du monde, si vous n'avez pas embarqué les gens, si vous n'avez pas un projet qui embarque votre actionnaire, vos dirigeants, vos salariés, vos fournisseurs, vos clients, en fait, ça marche pas, ça fait toujours... Donc en fait, c'est vraiment un changement de paradigme culturel. Le mot paradigme, il paraît un peu compliqué. Ça veut juste dire que c'est un changement très profond de valeur, en fait. Et ça nécessite des compétences qui sont super différentes de ce qu'on apprend dans les écoles tradies. En fait, c'est des compétences d'inspiration, c'est ce que tu dis, Émilie, c'est des leaders positifs, c'est des leaders qui montrent que la réussite, c'est complètement différent de ce qu'on pense. En fait, le nombre de gens qui font des grandes écoles de commerce et qui travaillent 10 ans. Moi, j'ai fait les trucs hein, jusqu'à 5 heures du mat et tout, et j'ai adoré, et je crache pas dessus parce que, par ailleurs, on apprend beaucoup. Il y a beaucoup d'exigences dans ces milieux et ça permet de devenir très bon professionnel. Mais il y a quand même un sujet d'incarner une forme de réussite qui est aussi liée à l'utilité sociale et environnementale de ce qu'on fait. Et en fait, une entreprise, aujourd'hui, on est à une époque où elle doit repenser à quoi elle sert. C'est vraiment juste. En fait, parfois, ça paraît évident, mais repenser un modèle économique, c'est d'abord ça. On peut mettre beaucoup de mots compliqués. Et Regent School, c'est aussi un endroit où on apprend à conceptualiser. Mais en réalité, c'est surtout questionner à quoi on sert, à quel projet de société on veut participer. Et donc moi, mon parcours, ça a été ça. Et je pense que la vision de la société à laquelle je contribue, via l'école notamment, c'est plus encore qu'une société écologique. C'est une société de citoyens qui recrée du lien social. Moi, je pense que l'entreprise, en vrai, on la critique beaucoup. Ça reste le travail, un endroit où on rencontre des gens, on crée du lien social. C'est pas facile tous les jours, mais on participe à un projet qui dépasse juste sa personne. On y croit parfois, on n'y croit pas à un autre moment. C'est la vraie vie, en fait. Et moi, je pense qu'il faut pas tuer trop vite ce monde de l'entreprise. Il faut le réformer, il faut faire plein de trucs, mais il faut voir aussi la valeur que ça a. Et je garde espoir parce que au quotidien, je vous invite à aller regarder notamment les publications d'un livre qui s'appelle Regenerate the Future et qui compile en fait plein d'initiatives partout dans le monde. Par exemple, une entrepreneuse qui, alors c'est hyper subversif, donc je suis désolée, j'espère ne heurter personne, mais qui dit, bah, en fait, quand les personnes disparaissent et ils sont enterrés, pourquoi pas aussi utiliser ben, des personnes qui souhaiteraient se faire enterrer ou crémer dans l'océan, parce qu'on a des techniques qui font que on peut créer des barrages de coraux grâce à... Et ça, c'est vraiment, ça explore tellement de limites, même culturelles. Donc, c'est fou de rencontrer des gens comme ça. Sur un exemple un peu moins extrême, il y a une entreprise qui s'appelle Pili, qui a créé des enzymes naturelles à partir de bactéries vivantes. Donc c'est pas de la, c'est de la chimie, mais c'est aussi de la biologie pour remplacer toutes les teintures dans le textile qui sont en train de se développer. Moi, quand je rencontre des entrepreneurs comme ça, je me dis, mais c'est tellement fou ce qu'on peut faire quand on met l'effort, alors que tellement de gens nous disent, non, mais ça coûte trop cher, c'est impossible. En fait, quand tu débunkes ça, et que tu as des gens qui disent, ben non, pas du tout. En fait, il y a des gens qui arrivent à le faire et au final, si jamais on le porte à l'échelle, ben ça peut complètement fonctionner. Là, je vous donnais deux exemples de petites boîtes, mais un autre truc qui donne espoir, une entreprise beaucoup plus grande qui s'appelle Ørsted. On n'en parle jamais, mais en fait, c'était un pétrolier qui a complètement fait sa révolution et qui aujourd'hui, tout son chiffre d'affaires, il vient d'énergie renouvelable. Et donc, quand on dit que les grandes compagnies pétrolières, c'est impossible pour elles de se transformer, je vous invite à aller sur le site de cette entreprise. Évidemment, vous allez trouver des trucs pas parfaits. Ça, c'est aussi la vraie vie. Mais ça reste une entreprise qui a réussi à dire, il y avait 100% de mon chiffre d'affaires, c'était vendre du pétrole. Aujourd'hui, 100% de mon chiffre d'affaires, c'est faire l'énergie renouvelable. En, je sais plus, 10 ou 15 ans, allez voir le site. Moi, ça me donne de l'espoir et ça montre que c'est concret. C'est pas juste des gens dans leur bureau qui conceptualisent. C'est pas que un truc d'intellectuel. Parce que je vous le dis, c'est le risque. Nous, à Regent School, on essaye de dire, attention, ne restons pas que dans les concepts. Prouvons qu'on peut créer des projets concrets sur le terrain.
Voilà. Et ça, je trouve que c'est le truc qui, moi, me reconnecte au fait que ça bouge et que la vraie vie, c'est des gens qui sont d'accord avec nos idées, mais c'est aussi des gens qui sont pas d'accord. C'est un débat permanent. C'est un combat de société. En fait, c'est un combat de dans quelle société on veut vivre. Et je trouve ça, au final, normal qu'il y ait des gens qui soient d'accord, pas d'accord. On se bat pas tous pour la même société. Et ben, on est quand même dans un camp qui grandit. Quand vous parlez à des gens qui travaillent dans l'écologie il y a 30 ou 40 ans, ils étaient beaucoup plus seuls qu'aujourd'hui. Même si on a l'impression qu'il y a un backlash, on est quand même beaucoup plus nombreux que ce qu'on croit. Aujourd'hui, on a 92 étudiants. Il va y avoir les 50 premiers alumni. Je pense que ça reste le bon moment justement pour nous solliciter, nous envoyer un message via le site, via Instagram, sur ah là là, ça m'intéresse, mais ça m'inquiète, j'en sais rien, c'est une jeune école, les débouchés, pour sentir. Vous pouvez même venir assister à un cours. Nous, on a beaucoup de cours qui sont ouverts au public, où il y a toujours pas une personne. C'est arrivé peut-être 10 fois cette année qu'une personne vienne assister à un cours gratuitement, reste 15 minutes après. Et voilà, le but, c'est que vous vous sentiez le niveau de maturité aussi des cours, le type d'étudiant que vous vous projetiez. On n'est pas là pour convaincre absolument des étudiants de venir, on est là pour se faire connaître, ça c'est sûr, parce que si on ne nous connaît pas, il n'y aura pas d'étudiants. On n'est pas là pour vous convaincre à tout prix de venir dans l'école. Il faut que ça vous corresponde. Donc venez assister à des cours gratuitement, évidemment, pour vous sentir. Contactez-nous sur le site web ou sur Instagram pour parler à des étudiants sans qu'on soit là. Comme ça, il n'y a pas de langue de bois. On est une école où je pense qu'on reste accessible. Le but, c'est pas, enfin voilà, c'est d'être super exigeant sur le comportement, la ponctualité, mais l'équipe est quand même beaucoup là. À partir du moment où du côté des étudiants, le deal en termes de comportement est rempli, on donne accès aux gens, quoi. Enfin, nous, il n'y a pas d'équipe administrative qu'on n'arrive pas à joindre et qu'on peut pas voir. On est tous les jours sur le campus, on passe une tête dans les classes, on vient vous introduire vos nouveaux professeurs. Donc, faut profiter de ça. Si vous avez des questions, venez nous voir. On n'est probablement pas parfait comme école, mais on est une école qui a vocation et qui a l'ambition de vous emmener à des postes de responsabilité. Les étudiants qui sont en alternance, ils sont en alternance avec des gens qui d'habitude ont fait des grandes écoles post-prépa. Donc je pense qu'il y a vraiment une opportunité à prendre sur le fait de rejoindre une école qui est encore à taille humaine, sur le fait que nous, on se bouge à fond pour que vous ayez des postes dont vous êtes fiers et dont nous aussi on est fiers et qu'on a envie de mettre en avant. Donc voilà. Mon dernier conseil, je pense que c'est vraiment de... J'essaie de me remettre à votre place. Je trouve que l'orientation, c'est vraiment pas simple et que les écoles, c'est pas simple pour nous non plus de vous dire un peu les... Parce que j'ai l'impression qu'on dit beaucoup des choses qui se ressemblent, donc c'est aller sur place. Je pense qu'il faut aller sur place, il faut rencontrer les directions d'école, il faut rencontrer des profs, il faut rencontrer des étudiants. Il faut que vous fassiez un avis éclairé sur les débouchés, les partenariats. C'est quand même aussi votre vie professionnelle qui se joue, donc il faut sentir que les gens qui bossent dans les écoles ont quand même vraiment conscience de cette responsabilité. Ça, c'est vraiment mon conseil. Il faut que vous preniez des risques au début. Prenez des risques au début. Rencontrez des mondes, surtout, s'il vous plaît, rencontrez des gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. C'est tellement important. Après, à 30 ans, votre avis, il est fait, quoi. Entre 20 et 30, c'est le moment où vous allez tout construire en termes d'avis, de culture générale, de rencontrer avec des gens que vous auriez jamais rencontrés. Donc, moi, mon conseil, c'est dès que vous sentez que tout le monde vous ressemble autour de vous, changez d'écosystème, au moins pendant 3 ans. Et après, vous choisirez, vous aurez tout le temps de vous rassurer, d'aller dans une zone de confort. Et vraiment, faites ça, aiguisez votre esprit, acceptez le débat, très important. Et sur les infos, moi, je vous donne l'info qu'il y a un bachelor qui donc a ouvert et que on l'a beaucoup, beaucoup travaillé avec Terra Academia, avec des scientifiques, avec des entreprises. Donc, je pense que c'est quelque chose dont on est fiers. Il y a des bourses accessibles jusqu'à 100% de la scolarité que nous, on a financé. Donc, ça serait dommage de ne pas en profiter. Et je pense que voilà, aujourd'hui, il y a plein de gens qui le connaissent pas parce qu'on a fait assez peu de pubs. On est une petite école, donc voilà, on n'a pas fait 20 000 campagnes de pub dans le métro. Mais c'est une très, très belle opportunité à prendre. Je répète que, évidemment, je dis tout ça, ça reste sélectif. Donc, il y a 15% de personnes qui sont prises. Donc, c'est pas vous promettre que vous y serez, mais pour les personnes à qui ça correspondra, il y a vraiment une place à prendre. Merci Émilie de l'opportunité. Merci à Phil qui est encore là et j'espère que ça sera utile, Émilie, que tu en tireras des infos qui seront utiles à tout le monde, même pas que pour Regent School, pour aussi d'autres écoles. Et déjà bravo de tous ceux qui entendront ce talk, que vous l'ayez entendu maintenant ou après. Bravo de vous intéresser à ces sujets dès votre jeune âge. Je pense que ça dénote déjà d'une forme de curiosité et d'intelligence qui est déjà un bel atout que vous avez avec vous
vous, protégez-vous aussi. Voilà, vous n'êtes pas parfait, vous n'êtes pas obligé d'être parfait. Et puis, bon courage pour cette période d'orientation. Nous, on reste dispo pour vous et à bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un avis et à partager autour de toi. Tu peux retrouver tous les liens utiles dans la description. Pour rappel, retrouve comment aider les associations partenaires sur mon site conservationjourney.org ainsi que toutes les ressources pour t'orienter. Il y a autant de manières de s'engager pour la préservation de la biodiversité qu'il n'y a d'humains, alors j'espère que ce podcast et toutes mes ressources vous aideront à trouver la vôtre. À bientôt dans un nouvel épisode.